Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Les énergies renouvelables, appellation contemporaine des énergies nouvelles, renvoient à ces formes d'énergie qui ne s'épuisent pas. Elles font l'objet de nombreuses convoitises dans tous les domaines de la vie nationale et internationale et attirent les investisseurs tant locaux qu'internationaux. À ce sujet, notamment la question de l'attrait des investisseurs internationaux, nous recevons aujourd'hui pour en parler le docteur Emmanuel Niek, juriste, enseignant-chercheur et spécialiste des questions d'investissement internationaux. Bonsoir, docteur Emmanuel Niek. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous sur Africa TV à l'occasion de cette conversation sur le lien entre les investissements internationaux et les énergies renouvelables. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Très bien. Alors, pour introduire, à partir de quel moment la communauté internationale s'est-elle intéressée aux énergies renouvelables? On va dire que la préoccupation, elle est ancienne. On est parti à partir des années 50, on commençait déjà à parler des énergies renouvelables, mais la question s'est véritablement posée à partir de 1972 avec la conférence de Stockholm, où on a commencé de parler de co-développement. Mais la question n'a pas séduit la plupart des pays qui étaient donc invités à cette conférence-là. Et donc, finalement, on a laissé tomber la question de co-développement pour des raisons très simples. On disait que finalement, c'était une histoire, une boutade des riches. Mais à partir des années 80, avec le réchauffement climatique, donc la question est revenue sur la table au niveau des Nations Unies. Et c'est donc le rapport Brundtland qui, en 1987, pose véritablement la question des énergies renouvelables ou encore du développement durable, puisqu'il s'agit de cela. Donc après ce rapport, à la fin des années 90, début des années 2000, la question a pris plus d'ampleur, si bien que tout récemment, dans les années 2010, courant 2010, les Nations Unies ont véritablement pris on va dire, le taureau par les cornes et ont donc ont mis sur pied les objectifs de développement durable pour l'année 2030. Et dans le même temps, le secteur privé s'y intéressait déjà, ou alors c'est avec ces contraintes, ou alors cette incitation de la communauté internationale qu'elle s'y intéressait? Oui, on va dire que le secteur privé s'y intéressait, mais pas vraiment. Vous savez que entre le développement économique pur et le développement durable, pour les privés, on va dire que l'équation est vite réglée parce que les contraintes du développement durable empêchent, selon eux, d'atteindre des objectifs financiers conséquents. Y a-t-il un intérêt? Quel est donc l'intérêt, s'il y en a un, des investisseurs internationaux pour les énergies renouvelables? L'intérêt, il est très simple. C'est que, étant donné que les pouvoirs publics ont pris la chose en main, les Nations Unies, sous l'impulsion des Nations Unies d'ailleurs, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de prendre en compte les questions du développement durable dans la mise en œuvre de leurs différents investissements. Vu qu'aujourd'hui, aucun investissement ne peut s'épanouir s'il ne respecte pas les objectifs de développement durable et s'il ne prend pas en compte justement les questions environnementales. Elles sont devenues centrales pour non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les investisseurs. Une parenthèse très rapidement, la notion d'investissement elle-même fait l'objet de nombreuses sollicitations en matière de clarification. Quelle est votre perception de l'investissement, notamment l'investissement international? Eh bien, c'est un mystère, comme l'a dit le professeur Arnaud Danteuil. La définition de ce concept est un mystère.
C'est un véritable serpent de mer, dans le sens où il n'a pas de définition. En fait, le concept n'a pas été vraiment n'a pas été étudié. On est resté dans le cadre d'une énumération simple. Donc, la définition de l'investissement, c'est une énumération de ce qu'on peut entendre par investissement. Par exemple, la construction d'une autoroute, les actions dans la participation dans une société ou encore la construction d'un barrage électrique, hydroélectrique. Ça, c'est ce qu'on entend par investissement, mais vraiment conceptuellement, on n'a pas grand-chose. Sinon, on peut quand même dire qu'il y a un consensus sur ce qu'on peut entendre par investissement, c'est-à-dire un apport, ensuite le risque et une certaine durée. Ce sont les 3 critères de l'investissement international. La question des énergies renouvelables, avec les coûts qu'elle implique, est-elle compatible avec les exigences de développement des pays africains? Effectivement, oui, cette question est compatible avec les exigences du développement des pays africains, dans le sens où les investisseurs étrangers sont un moyen de développement, ou encore les investissements directs étrangers sont un moyen de développement. Il faut dire que les pays africains font face à un problème crucial qui est la difficulté à avoir accès au crédit. Parce qu'il s'est trouvé que ces pays sont finalement devenus insolvables. Et la seule façon de contourner le problème, c'est justement l'investissement étranger. Donc, on peut dire que la question du financement des énergies renouvelables est réglée par les pays africains, dans le sens où, aujourd'hui, le développement repose sur l'investissement direct étranger. Mais quel est l'intérêt finalement de l'investisseur étranger de venir dans un pays insolvable, a priori insolvable, pour investir, permettez la tautologie, pour investir dans un domaine qui ne semble pas intéressant au vu des coûts? Sachant par exemple que les populations sont habituées à l'énergie électrique, qu'est-ce qui les motiverait à accéder ou bien à chercher à acquérir une forme d'énergie renouvelable? Quelles sont les précautions que l'investisseur prend en amont pour pouvoir être rentable? L'investissement en lui-même est toujours rentable, parce que pour qu'il y ait un investissement, pour qu'un investisseur matérialise un investissement, il y a des questions économiques qui sont posées en amont. Il y a donc plusieurs cabinets qui sont d'ailleurs qui sont invités à faire une étude sur la rentabilité de l'investissement. Dès que cette première phase est passée, maintenant donc l'investisseur, il se décide. Donc, quoi qu'il arrive, un investissement, en tout cas dans un pays en développement, même s'il se trouve qu'il y a des instabilités, non seulement en termes politiques ou des instabilités sociales, toutes ces données sont prises en compte avant que l'investisseur n'arrive sur le territoire. Dès que vous voyez un investisseur sur un territoire ou bien sur un pays, sachez que l'investissement est rentable. Tout de suite, on ne se pose pas la question. Sinon, il n'y a même pas de but d'investissement. Les investissements internationaux en matière d'énergie renouvelable posent un problème soulèvent une question davantage en matière de propriété intellectuelle, de transfert des technologies et autres. Les pays africains, les pays sous-développés n'ayant pas toujours les moyens d'acquérir la technologie, mais la technicité nécessaire. Comment cela est-il réglé par le droit international? C'est une question très, très intéressante, mais qui a aussi une réponse très simple, c'est uniquement par la coopération. Il faut dire que les pays en développement ont pris la chose, j'allais dire, ont renversé l'ordre des choses. Parce que l'aide en lui-même, il y a 2 sortes d'aides. L'aide technique et l'aide financière. Mais au lieu que les pays en développement privilégient l'aide technique, c'est-à-dire le transfert de technologie, ils ont plutôt privilégié l'aide financière. Et on sait ce que cela est devenu aujourd'hui. Donc, cette question, la question que vous posez, se résout uniquement par la coopération. La question de la propriété intellectuelle pose de véritables problèmes.
Je ne vois pas comment peut-être Peugeot va venir donner ses brevets comme ça à un pays en développement pour rien du tout. Il faudrait bien qu'il y ait une contrepartie. Et on ne peut pas, à partir de ce moment-là, contraindre un investisseur ou alors une grande structure de disposer comme ça, de donner au grand public ces inventions. Il faudrait plutôt prendre la chose autrement, partir dans le sens de la coopération, c'est-à-dire être offensif. Les pays en développement doivent être offensifs en termes de coopération, mais surtout en termes de coopération technique. Et ce problème aussi peut se résoudre autrement. Lorsque un pays attire une part importante d'investissement, cela induit également ce problème de transfert de technologie. Les populations sur place et les cadres qui sont sur place forment les populations sur place ou alors les travailleurs qui sont sur place dans un domaine précis et ils deviennent pointus avec le temps. Donc la question ne se pose même pas. On va dire que cette question est réglée tout de suite par la coopération et aussi par la volonté. Ça aussi, il faut le dire. Certes, il y a la coopération, mais il faut que de l'autre côté aussi, il y ait la volonté de transmettre. Voilà. Toujours en matière de coopération, quelle est la relation qui lie l'Agence multilatérale de garantie des investissements aux pays africains, aux pays qui sollicitent davantage d'attirer des capitaux étrangers, notamment en matière d'énergie renouvelable, vu qu'ils ne sont pas toujours solvables? L'agence joue certainement un rôle pertinent dans cette matière. Oui, l'agence joue un rôle pertinent, non seulement dans l'implémentation des investissements dans les pays en développement, mais aussi en matière de développement durable. Vous savez que l'Agence de garantie multinationale des investissements est un assureur public. Donc, en tant qu'assureur public, il ne considérera pas son assurance à un investissement qui ne respecte pas certaines normes, telles que la préservation de l'environnement. Étant donné, il faut le dire, il y a un lien très proche. D'ailleurs, l'agence a été mise sur pied par les Nations Unies. Nous avons parlé tout à l'heure des objectifs de développement durable. Donc, l'agence ne pourrait pas aller à l'encontre de ces objectifs de développement durable. L'agence, donc, conditionne son assurance à un investissement simplement si cet investissement respecte la préservation de l'écosystème. Si cela n'est pas fait, même si l'investissement est rentable, ben, l'agence n'intervient pas. Alors, pour finir, peut-on espérer de beaux jours de l'investissement international en Afrique en matière d'énergie renouvelable? Oui, on peut espérer de très beaux jours dans le sens où aujourd'hui, plusieurs bailleurs de fonds font la part belle aux investissements qui respectent l'environnement. C'est-à-dire un investissement qui est attentatoire à l'environnement trouvera difficilement des fonds pour sa mise en œuvre aujourd'hui, de plus en plus. En tout cas, en ce qui concerne les fonds publics, mais aussi en ce qui concerne aussi les fonds privés, parce que la question du développement durable a pris des ampleurs qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans. Merci, Dr Niek. Et c'est sur cette parole que nous achevons cette conversation autour du rapport entre les investissements internationaux et les énergies renouvelables. Mesdames, Messieurs, à très bientôt sur Africa TV.